A carnevale ogni scherzo vale. Bref, vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on ne fait pas de tuto, on va mélanger à 3 choses qui me tiennent à cœur. La première, l'histoire italienne, la deuxième, faire un petit cours, et la troisième, la beauté du carnaval de Venise. Mais cette beauté, comme on la connaît aujourd'hui, n'a pas toujours été ce que l'on pense. Nous allons voir dans cette petite vidéo l'histoire, les origines du carnaval de Venise et on va dire les bases qui nous ont amenés au carnaval que nous connaissons aujourd'hui. Le carnaval de Venise tiendrait, on va dire, son origine, parce que je me suis renseignée et que tout le monde n'est pas tout à fait toujours d'accord comme toujours. Surtout que je vous rappelle que Venise était une république, c'est la Sérénissime, elle a été une république pendant 1000 ans. C'est ce cher Napoléon qui, au 18e, fin 18e, début 19e, est venu tout foutre en l'air et a mis fin à 1000 ans d'histoire. Je vais pas vous faire une histoire complète de Venise, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Je peux vous répondre dans les commentaires à 2-3 questions. Pour la simple et bonne raison que je suis italianiste à la base, et oui, les perles n'ont pas été toujours toute ma vie. Au départ, j'ai fait des études pour être professeur d'italien. Et pourquoi le carnaval de Venise et pas celui de Rio, de Viareggio ou de Nice? Parce que le carnaval de Venise, par chance, il y a 10 ans pratiquement jour pour jour, je l'ai vu pour la première fois de ma vie. À l'époque, j'étais étudiante en Vénétie, j'habitais Vérone, et avec des amis, ils ont profité justement de mon appartement véronnais pour venir squatter, et on est allé voir le carnaval de Venise. Après cette petite parenthèse personnelle, je reviens à Venise, c'est le carnaval et ses origines. Étymologiquement, il y a plusieurs explications au mot carnevale. Il y en a qui qui disent que ça viendrait du latin carneval, entre autres ciao la carne, donc carne en italien c'est la viande, la chair. Un peu trop religieux on va dire, car maintenant on a l'idée de carnaval avant le carême de Pâques, enfin avant Pâques. Au départ, on part plutôt sur une idée que il y avait des Saturnales à Rome, enfin dans l'Empire romain, qui étaient célébrés avec ce qui était à l'époque, on va dire pour nous le mois de décembre. Je suis pas capable de vous dire comment ça s'appelait à l'époque romaine, car je vous rappelle que notre calendrier est grégorien, je sais plus. Bref, on n'était pas sur les mêmes calendriers. Ça aussi, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout savoir sans avoir fait les recherches avant. Donc en gros, les Saturnales étaient fêtées à notre époque, enfin par rapport à notre époque à nous, avant Noël. C'était la fête qui célébrait le dieu Saturne. Ça correspondrait plus ou moins au solstice d'hiver, donc on est aux alentours du 21 décembre. Les Saturnales, qu'est-ce que c'était? C'était une espèce de grande fête permanente pendant plusieurs jours où, vous allez reconnaître peut-être quelques idées si vous avez des connaissances sur le carnaval, où padrone, enfin maître et esclave, il n'y avait plus trop de frontières. On va dire ceux qui avaient le courage pouvaient insulter leur patron, enfin faire des blagues à leur patron. Je pense qu'il fallait avoir une sacrée dose de courage parce qu'une fois que la fête était finie, je suis à peu près sûre qu'on le payait très cher. Mais bon, on va dire dans l'idée, on faisait un peu ce qu'on voulait, on offrait des cadeaux, on faisait des grands repas, mais dis donc, mais est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à Noël tout ça? On sait très bien que les fêtes d'aujourd'hui sont donc, pour les fêtes d'aujourd'hui dans nos régions européennes sont des européennes, faut recibler, européennes occidentales. Vous m'avez compris, vous me laissez nager, mais vous voyez que j'essaye de sortir la tête de l'eau, mais c'est pas facile. Donc dans nos régions, les fêtes sont calquées sur un calendrier, sur le calendrier catholique, entre Naples, fatiguée moi, Noël, Pâques, bon l'Ascension, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font toutes ces choses, moi personnellement non. Enfin voilà, on connaît ce genre de fêtes et donc du coup si on gratte un peu, on se rend compte que toutes ces fêtes, elles ont été collées par rapport à des choses qui existaient avant les catholiques, donc tout ce qui était considéré comme païen, donc l'Empire romain, les Grecs, les Celtes et tutti quanti.
Allez, on retourne au carnaval, parce que je vais faire beaucoup de digressions, je sens. Il y a déjà pratiquement 5 minutes de vidéo et vous n'en savez pas grand chose à part des Saturnales. Donc les Saturnales est arrivé un peu... Donc là on parle d'une fête qui s'était tirée sur pas mal de siècles parce qu'il y avait quand même des réminiscences, et on les fête encore aujourd'hui il me semble, des réminiscences de Saturnales jusqu'au Moyen-Âge. Cachées sûrement, parce que l'église elle devait pas être très contente, mais bon voilà, il y a toujours eu ces fêtes qui ont perduré à travers les âges. Donc je ne saurais pas dire, je crois que c'est avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est arrivé dans les Saturnales qui était un bateau posé sur un char, carro, ça doit être carus en latin, je le connais en italien mais pas en latin. Donc un carro qui était sur des roues et transporté comme ça dans la ville. Donc ça serait bateau navale, bateau nave navale, carro navale, carus navilis, qualcosa così. En gros, carnaval, voilà, l'idée de ce bateau à roues, donc un bateau connu dans tout le bassin méditerranéen, symbole du bassin méditerranéen, que ce soit les Grecs, les Byzantins, les Égyptiens, et voilà, enfin, ils avaient tous des bateaux, c'est cette idée. L'idée du bateau n'est pas bête, parce que à Venise, pour revenir à notre zone, le bateau, la nave della follia dei stolti, c'est le bateau des fous. En gros, on foutait tous les pazzi, tous les fous sur ce bateau et on les balançait à la dérive dans la lagune. Oui, c'est très violent dit comme ça, mais c'est ce qui se passait. En gros, si vous regardez bien, donc dans la zone temporelle où on se trouve, on est en fin d'année. Pour nous, on dirait un début d'année, mais non. Il faut se rappeler que jusqu'au calendrier Giuliano, je ne saurais pas dire quand c'est qu'il a été institué, le début de l'année c'était le 1er mars. Et c'est pas une grosse connerie dit en soi. La plupart des fêtes, que ce soit chez les Celtes, chez les Grecs, tout ça, on fêtait la fin de l'année pendant le mois de février en fait. Et si vous voulez, c'est une espèce de période où on mange, où on fête, où on boit, ou tout ce que vous voulez. Ça commence à la Saint-Nicolas, donc aux alentours du 6 décembre, jusqu'à la fin du carnaval. Donc c'est pas bête en soi. Donc on est dans une période festive, tout en mouvement. Et après, paf, on se prend dans la gueule le carême, où on mange plus rien. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on vit. Bon, les bugnes, si vous voulez, donc les frittelles, elles ont chacune un nom dans chaque coin de l'Europe. Même en France, on n'est pas d'accord sur l'épaisseur de la bugne. Donc on s'arrête là. Donc du coup, on est dans... il faudrait quand même qu'il y ait des du coup, sinon c'est pas drôle. On est dans une époque de l'année effervescente, ostentatoire. On montre, on voit, on fête, on rit, on joue, on se moque. Et pourquoi Venise? Qu'est-ce qui se passe à Venise? En fait, en gros, déjà, le carnaval à la base, vous savez, on déguise nos enfants, surtout que je crois que le carnaval de Venise, je sais plus si c'est une connerie que je vais dire ou pas, mais de mémoire, peut-être le premier jour ou peut-être tous les jours pendant la période, parce que ça dure 10 jours, donc le carnaval de Venise. Je connais pas le calcul pour savoir les dates du carnaval de Venise. Enfin, bref, c'est 10 jours. Il y a le cortège des enfants, on les voit, c'est tout joli, tout beau. En fait, avant le carnaval, déjà les enfants, jusqu'à il y a encore 50 ans, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en foutait, mais c'est qu'ils avaient pas trop leur mot à dire. On faisait pas grand chose pour eux, peut-être à part Noël, et encore, pas sûr que ce soit vraiment la fête des enfants depuis très très longtemps. Bref, c'était une fête d'adultes. Sous-entendu, c'est pas que Venise est une ville décadente, mais c'est une ville très ouverte, on va dire. D'ailleurs, vous savez que le premier casino tenu par l'État, alors casino dans le sens bien maison à jouer, pas casino en italien, casino ça veut aussi dire bordel. Donc l'endroit où on joue était tenu par l'État, enfin par l'État, par les doges quoi. Donc du coup, ça montre un peu l'idée de Venise. C'est un pays, c'est une république très réglée. Et réglée jusqu'à quoi? Jusqu'à l'apparence. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait aller où on voulait, dans une limite quand même. Les plus vieilles réglementations autour de l'apparence pendant la période du carnaval, on les retrouve jusqu'au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, certaines règles font office jusqu'au XVIIIe, enfin, 19e, jusqu'à la chute de la République de Venise.
Donc on fait des conneries, on s'amuse, on est très peu punis. Enfin, c'est pas que la police marche pas à ce moment-là. Enfin, la police, est-ce qu'on peut appeler ça police? Bref. Les autorités, c'est pas qu'elles ne sont pas là parce qu'il y a quand même des réglementations, mais en gros, ils ont quand même dû interdire le port des épées pendant le carnaval de Venise, qui était vrai à l'époque 6 mois hein, quand même. Il durait pas 10 jours, il durait beaucoup plus longtemps que ça. J'ai oublié les dates. Si je les retrouve, je les mettrai dans la barre d'infos. Ça durait très longtemps. Et donc du coup, pendant cette période, il était interdit dans la cité de Venise, parce que je vous rappelle que physiquement, Venise, c'est marqué. C'est pas comme des villes où il y a des remparts. Là, c'est la lagune quand même qui fait le barrage naturel, on va dire. Donc pendant cette période-là, on n'avait pas le droit d'avoir ses épées parce que, ben, comme on était masqués, couvert de la tête aux pieds, on savait pas trop qui avait fait quoi. Et c'est exactement ça le but des masques, des capes et tutti quanti. C'est qu'en gros, le masque permettait de faire ce qu'on voulait sans que personne ne sache qui était sous le masque. Alors il y avait quelques... On va voir dans le détail les différentes parties de l'habillement. Mais il y avait quelques petits détails quand même qui vous permettaient d'être opérés. On va voir lesquels après. Donc vous avez une vision de tableau du 18e siècle ou pas? Non mais ne vous inquiétez pas, pendant que je parle, je vais mettre des images, je vais en avoir une, puis vous allez faire un. Vous pensez que c'était un lieu commun cette image, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on sautait de la gueule des Vénitiens quand on parlait de ça? Bah, pas du tout, c'était vraiment pas un habit de cour, mais un habit presque obligatoire. Donc vous aviez un ensemble, donc on va parler homme-femme parce qu'il y a des choses qui se croisent à certains moments et des choses complètement différentes. La tenue principale que vous avez en tête c'est la bauta, il tabarro et la maschera chiamata volto ou larva. Donc je parle un peu plus français, enfin français non, il n'y a pas de mot exact pour ça, je vous dis les mots, je vais vous dire ce que c'est. Donc le tabarro c'est le manteau, le grand manteau, alors je vous montrerai là, non c'est une connerie. Donc le grand manteau, on se bloque dedans, qui permettait de vous couvrir de la tête aux pieds. C'est pas une connerie, c'est encore utilisé après, même quand on va dire que Venise a été accrochée à l'Autriche, puis après à l'Italie. C'était un manteau épais, donc il tenait chaud. Donc il avait l'avantage donc de te couvrir, de te cacher qui tu étais. On voyait pas ce que tu avais tout, tu pouvais être gros, mec, bien habillé, mal habillé. Ça se voyait à la gueule du manteau quand même, c'était des riches ou pauvres hein, quand même, mais bon. On va dire que voilà, le tabarro, il te couvrait, il te tenait chaud parce que Venise, c'est quand même un coin où, ben, avec l'humidité, ça gèle un peu. Hein. La bauta, c'est alors, on n'a pas d'étymologie précise. Il y en a qui disent que ça vient de Bauten en allemand. Je suis désolée, je ne parle pas allemand, donc je dois très mal le prononcer. Qui veut dire, en gros, c'est pas caché, mais je prends des notes et je les regarde pas. Protégé, voilà. C'était pas gâché, c'était protégé. Qui en gros est un capuchon. Au départ, c'était pour les hommes. Donc vous avez cette vision du capuchon. Voilà ce qu'on prenait pour, on va dire, le reste de la cape. Non, c'est une partie bien à part. De toute façon, comme je vous dis, je vous mettrai des images. Vous avez le capuchon et le visage découvert. Et ensuite, dessus, vous mettez il volto ou la larva. Donc volto en italien, ça veut dire visage. Et en fait, en gros, le volto, il est épousé... le trou de la bauta, et tout ça était tenu par le tricorne. Donc le tricorne, c'est pas forcément vénitien, c'est en Europe qu'on s'en servait partout, c'est un côté chapeau de pirate, c'est pas une connerie dans le sens que c'était un chapeau qu'on voyait beaucoup en fait sur les gens qui étaient sur les bateaux. Au départ c'était un truc rond, puis en fait un jour il y en a un qui a l'idée de rabattre les trucs. Pour la petite anecdote, à Venise on a arrêté de le porter quand Napoléon est arrivé parce que vous avez la vision de Napoléon, mais lui c'était le bicorne, et en gros, personne ne voulait porter le bicorne, et personne ne pouvait plus porter le tricorne, donc ils ont arrêté de le porter tout court. Donc du coup, ce tricorne, vous tenez tout, donc vous tenez le haut du masque, et en fait le haut du masque était vraiment collé sur vous, et si vous regardez, enfin vous avez en tête le profil d'un de ces masques, ça faisait vraiment comme ça, et là vous aviez, en fait vous avez la bauta qui vous couvrait le menton, mais pas la bouche, donc du coup vous pouviez manger, boire, parler, sans trop de problèmes, quoi. C'était pas le truc qui vous collait à la tronche. Et donc cet accoutrement jusqu'au début du XVIIIe siècle était uniquement pour les hommes. Et après les femmes ont pu aussi porter le manteau, tout ça. Les femmes avaient, j'ai oublié le mot, la zen... C'est un Z. La zenda, c'était ça. Les femmes, elles avaient le droit de porter ce qu'on appelle donc la zenda. C'est la zenda.
Zendale, je sais pas le prononcer, je suis plutôt du sud de l'Italie, donc moi tout ce qui est du nord, je sais pas le prononcer correctement. C'était pareil, vous l'avez en tête, je vais vous montrer une illustration, c'est cette petite cape courte, on va dire, c'est pas pareil que l'autre où on peut s'en rubaner. Et ou sinon c'était donc c'est une cape un peu épaisse ou un foulard en gros. Et voilà, on sait à peu près, en fait on va dire qu'à partir du début du XVIIIe siècle, de dos on savait plus des hommes ou des femmes, alors qu'avec ces éléments on pouvait savoir si c'était une femme ou pas. Et donc, éléments de masque, excusez-moi, typiquement féminin, donc porté uniquement par les femmes, c'était la version ronde qu'on appelle la moretta ou la muta. Donc moretta c'est un mot pour... Enfin il était noir, vous allez comprendre pourquoi la moretta, donc en gros c'était parce que c'était noir. Et la muta tout simplement parce que pour faire se tenir ce petit masque, elles n'avaient pas le tricorne ces dames, quand, je sais pas si je trouverai une photo, mais en gros quand vous retournez le masque, dedans vous avez un bouton. Ouais, vous avez compris? Elle le tenait avec les dents, donc muta qui ne parle pas, c'est un peu compliqué quand vous tendez la bouche, je parle. Et en gros, là vient aussi toute l'explication du masque, en plus de couper l'identité, c'est un côté mystérieux, c'est un peu pour pas vu, pas pris, enfin pas vu et qu'est-ce qu'il y a sous le masque. Donc du coup ça donne un côté encore plus fascinante pour ces dames. Si elles ne parlaient pas, c'est encore plus mystérieux, on ne savait pas qu'elles étaient. Il y avait un objet de torture au Moyen-Âge pour les femmes bavardes où elles avaient un masque en fer et il y avait un truc en métal, elles étaient tapées sur la langue. Franchement, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre ce masque et ça. Et donc, du coup, j'ai oublié de vous dire que larva vient du latin qui veut dire masque, en fait. Je vous ai dit vol, tout ce que ça voulait dire, mais pas larva. Donc voilà, c'est toute, on va dire, cette dynamique de masques, de vêtements. C'était pas que pour le carnaval qu'on les portait le reste de l'année. Alors il y avait des périodes, il me semble, où on n'avait pas le droit du tout de les porter, mais mes connaissances s'arrêtent là. Pareil, tout ce que je trouve en cours de route, je les mettrai dans la barre d'infos en dessous parce qu'il y a des choses sûrement que je vais oublier. Et il y a des choses, on va dire, que j'ai pas... J'ai écrit tout ce qui me revenait en tête, mais j'ai pas tout approfondi. Et ensuite, mais d'où viennent tous ces masques, tout ça? Parce qu'il y a d'autres masques que vous avez en tête. Alors, petit parallèle, là je vous parle de Venise, Sérénissime, Repubblica di Venezia. Je vous parle pas de Venise aujourd'hui à Veniceland. C'est pas gentil, mais malheureusement, pour l'avoir vu, c'est un peu la vérité. Ça reste quand même une des plus belles villes pour moi d'Europe. Je vous avoue, je suis pas allée plus loin que l'Europe. Mais pour l'instant, ce que je connais, c'est une des plus belles villes. Et donc du coup, il y a d'autres masques pendant la période du carnaval. Il y en a des connus, des moins connus. Ils viennent d'où? Dalla commedia dell'arte. Vous connaissez? Colombina, Arlecchino, Pantalone, Pulcinella. Le Pulcinella, il vient de chez moi, c'est le napolitain. Mais il y a Pantalone, si je dis pas de conneries, qui est le vénitien par excellence. Et donc ces masques, au départ, voilà, on est dans la tradition de la commedia dell'arte avec Goldoni, tutti quanti. C'est par là-bas que ça a commencé aussi tout ça, hein. C'est pas un hasard, parce que du coup, oui, on oublie de dire qu'à la même période, il y a Rome hein, qui continue à faire un peu des carnavals. Alors ils sont moins fameux, je vous avoue que je connais pas du tout ce qui se passait à cette époque-là à Rome. Donc le carnaval de Venise avec tous ces masques, ces déguisements, qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'il y a une trame un code vestimentaire. Après, il est agrémenté de différentes choses, comme je crois que j'ai parlé de dentelle avant. Quelqu'un qui avait de l'argent avait quelques petits éléments en plus sur lui, des beaux tissus, des petites broderies, des machins. On est dans des villes où on aime montrer ce qu'on sait faire, mais pas forcément sur soi. Et peut-être qu'un jour j'expliquerai les gondoles. Mais en gros, les gondoles à Venise toutes noires, avec pas trop, enfin que de loin on ne sait pas faire différence. C'était déjà comme ça à l'époque. On avait juste des petits symboles, mais on n'avait rien d'ostentatoire. Là, on montrait qu'on avait des sous et qu'on faisait des belles choses, c'était avec les palazzi. Donc, tous ces grands palais, enfin, immeubles, c'est tendancieux parce que palazzo en italien, ça veut dire plusieurs choses, mais enfin, toutes ces constructions, c'est là où on montrait qu'on a de l'argent. On avait des petites différences, je vous montrerai si j'arrive à trouver que, finalement, un ouvrier, par exemple, de l'arsenal, ou un marin, ou un commerçant sans le sou,
pas trop riche. Et encore, c'est un peu bizarre de dire un commerçant à Venise pas riche. Je suis pas sûre qu'il y en avait pas riche. Bref, un citadin vénitien. Citadin, ça veut pas forcément dire qu'il vivait en ville, mais c'était qui appartenait à la République de Venise. Qui avait moins de sous qu'un noble, parce que du coup on est vraiment dans le... Là, ce que je vous ai décrit, les images que je vais vous montrer, on va être vraiment dans l'idée du costume de noblesse, et même dans des endroits, dans des cérémonies officielles avec des doges, tout ça, il y avait des moments où on était obligé d'être habillé comme ça. Je parle dans tous les sens, désolée. Pour le petit Vénitien moins riche, il va avoir le même costume, un petit peu moins joli. Sinon, il va toujours avoir son masque. En général, les masques étaient blancs. À part la moretta qu'on avait qui était noire. Quand ils étaient de couleur, c'était une excentricité. Il n'y avait pas d'obligation noir-blanc, mais c'était de l'excentricité. Finalement, si tu voulais passer inaperçu que tu en avais un rose fluo, je suis pas sûre qu'à l'époque on soit capable de faire du rose fluo. Enfin bref. Si tu voulais une couleur particulière, c'était quand même le meilleur moyen pour te faire reconnaître. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et il y a des tableaux. Alors on a une imagerie surtout du 18e siècle, un petit peu 17e, mais on n'a pas beaucoup de données avant. Parce qu'on est dans un mouvement de peinture vénitienne très très développé, où on a beaucoup de vie quotidienne en peinture, où on voit le noble et le moins riche à côté qui se parlent, qui assistent au même spectacle l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas du tout de distinction comme on retrouverait, je sais pas, en France par exemple à la même époque. Et on est quelques années avant la Révolution française, hein. On parle pas du XXe siècle là. Hein. Et donc du coup c'était vraiment la même idée qu'on retourne sur les Saturnales avec, vous savez comme on a dit au début, maître-esclave. Alors on ne parle plus de maître et d'esclave, mais le prince et le pauvre quoi. Il n'y a pas de problème, on côtoie tout le monde. La seule chose à ne pas faire, c'est montrer qui on est. Ah oui, il y a une des règles, si les hommes n'avaient pas le droit de se déguiser. Alors je sais pas si c'est pour toute la période, mais il y a eu une période où les hommes n'avaient pas le droit de se déguiser en femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes, ils auraient pu en profiter pour aller par exemple dans un couvent et foutre le bordel s'ils avaient des déguisés en femmes. Mais en gros, les hommes n'avaient pas le droit de porter la moretta, voilà, pour faire l'affaire plus simple. Et il y avait comme voilà ces petites règles-là, mais du coup l'ecclésiastique et le... Je trouve pas le mot. Le profane. Voilà, église et profane, pareil, il n'y a pas de souci. Du coup, si ce carnaval ne ressemble pas à celui qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait des grands repas, des fêtes dans les palais, il y avait des spectacles de rue. On est dans un endroit où le théâtre est très très important. Comme on a parlé, la Commedia dell'arte Goldoni, voilà. Ceci explique cela. Il y avait, pardon, vraiment une effervescence. C'était la joie, ça allait dans tous les sens. Alors, faut se rappeler qu'à la même époque, on a parlé de choses antiques, il y a tout ce qui est bacchanal, trucs comme ça. Au départ, au Moyen-Âge, quand tout a à peu près commencé, donc au Xe siècle, on va dire, il y avait vraiment l'idée de se foutre de la gueule des anciens, en quelque sorte. Enfin, reproduire des choses qu'on leur reprochait. Église, agaise, je sais pas comment on le dit en vénitien. Donc du coup, les bacchanales avec Bacchus, avec les orgies, je pars très loin, mais c'était à peu près ça l'idée, il n'y a pas de problème. On est masqué. Rappelez-vous toujours cette idée du masque. Ça cache du beau, du moche et du sale. Du coup, on pouvait faire ce qu'on voulait, et je vous ai parlé des casinos avant, donc là on jouait l'argent, donc le masque. C'était parce que, aussi, dans un sens, on pouvait perdre ou gagner de l'argent sans que personne ne le sache. Et on n'avait pas le droit de parler. C'est la noblesse qui les tenait, les casines. Et donc, du coup, c'était le croupier. C'était le seul qui n'avait pas de masque, mais il avait une perruque. Et donc, tout ça a été balayé avec notre cher ami Napoléon. Vous saviez qu'il y avait une statue de Napoléon à Venise? Non, mais c'est pas grave. Oubliez-la. J'ai jamais été très très appréciée des Vénitiens. De toute façon, franchement, dans quel pays Napoléon est apprécié? Enfin, quand on est marqué français sur la gueule, c'est pas le français qui est marqué, c'est Napoléon. Bref, Napoléon est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire. En plus, suite après, c'est les Autrichiens qui sont arrivés. Tout ça est complètement mort. Enfin, pas que Venise ait disparu, mais la tradition du carnaval est partie avec tout ça. Et en fait, dans les années 80, je crois en 78, ils se sont dit, tiens, si on faisait le carnaval. Et donc du coup, ce sont des étudiants et
je sais plus si c'est des architectes ou je sais plus qui. Enfin, en gros, c'est des étudiants qui ont relancé le carnaval de Venise. Il y a un monsieur, je crois qu'il s'appelle Belloni, qui fait partie d'encore des rares personnes, je crois qu'ils sont 4 ou 5 fabricants encore à Venise à faire les masques selon la tradition, parce que maintenant on arrive au carnaval d'aujourd'hui, donc je peux commencer à le dire. Maintenant en fait les masques qu'on voit, ils ne viennent pas du tout de la tradition. Là je vous allais dire, la meuf elle fait une vidéo sur le carnaval de Venise, elle a pas de masque, j'en ai 2. Mais après moult déménagements, ils sont toujours dans mes cartons et je suis dégoûtée. J'aurais bien aimé vous faire l'ouverture avec mon beau masque. Enfin, je vous mettrai des photos de mes masques quand même. Mais du coup, ils ont rien de vénitien. Mes masques, c'est vraiment... En plus, ça pour le coup, c'est les stéréotypes même des masques de Venise qui n'ont rien de vénitien en fait. Et le pire, c'est qu'il y en a un que j'ai acheté à Vérone et l'autre que j'ai acheté à Venise. Ça reste la Vénétie, mais bon. Donc du coup, je disais qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui font encore des masques dans la tradition vénitienne. Le reste, ce sont des choses, on va dire, des imports ou des machins décorés sur place, peut-être. Ou même carrément pas du tout, qui n'ont rien d'italien du tout. Et pourquoi je parle de Belloni? Oui, parce qu'il faisait partie de cette salle d'étudiants qui, au départ, ont commencé à refaire 2-3 masques, à les vendre aux touristes, machin. Et en gros, en ne sachant pas trop ce qu'ils étaient en train de faire, parce que ça s'était vraiment perdu, cette idée de carnaval de Venise. Et après, ils ont commencé à se documenter, à chercher, à trouver des documents, comment on dit, des gravures, des tableaux où on les voyait. Et donc du coup, ce monsieur Belloni, ça fait 30 ans même plus de 30 ans maintenant, qui fait des masques, des trucs comme ça. Et ils ont dû réapprendre. Et il y a beaucoup de choses, en fait, enfin ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec le carnaval de Venise comme il a toujours été avant. Après, c'est pas un reproche, c'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose de merveilleux à voir. D'ailleurs, ça vous avez l'impression que la ville, elle est immense pendant le carnaval. Justement, je prends mon expérience personnelle. Il y a 10 ans, donc comme je disais jour pour jour, j'allais, je crois que selon un de mes amis, il m'a dit 14 février. Alors, je me rappelais pas exactement de la date. 14 février, on a fait le carnaval de Venise, c'était un samedi. On est arrivé à Santa Lucia, qui est la gare. Ça devait peut-être être 10 h du matin. On est arrivé Piazza San Marco. Franchement, ça devait être 5 h de l'après-midi. Ça allait être la nuit bientôt. Donc on a mis pratiquement 7 heures pour traverser la ville. Bon, on s'est arrêté pour manger entre temps, mais bon, pas non plus pendant 3 heures. Après, on se promenait. Mais du coup, vraiment l'impression que la ville est super grande. Et une semaine après, pratiquement, mais même pas une semaine après, parce que oui, c'est vrai que cette semaine-là, j'ai été allée 3 fois de suite à Venise. Une fois donc pour le carnaval, quelques jours, en plus on est en fin de carnaval. Quelques jours après le carnaval était complètement fini, je suis allée rejoindre une de mes profs à la Marciana, à la bibliothèque de Venise. Et j'étais choquée parce qu'en 10 minutes, j'ai fait la place de la gare et pour arriver à San Marco, à rejoindre ma prof. Mais donc du coup, en fait, c'est pas que c'est petit à Venise, après c'est que je vous parle d'un chemin que j'ai fait 2 fois de suite parce qu'après je suis retournée avec ma soeur, c'est grand et c'est la seule ville italienne. J'ai beau toujours réussir à me démerder dans les villes en Italie, prenez toujours une carte parce que des fois, il y a 3 possibilités pour aller à un endroit et sur l'une des 3, il n'y a pas de pont. Envoyé spécial bonjour. Nous avions le choix entre 3 rues. Nous avons pris la ruelle. Avant, Chloé était témoin. J'ai dit, je pense que nous avons pris la plus pourrie. Et effectivement, lorsque nous nous rapprochons, ça se voyait loin apparemment. Hein. Oui, oui. Nous espérions trouver un pont énorme. Nous sommes arrivés au fin fond du monde. Et le pont était sur la première, sur la 3e, et non sur la 2e que nous avons pris nous-mêmes. Nous sommes des loseuses, comme Chloé vient de le dire. Amen. Mais ça vous permet de voir des choses sympas. Coluse. Pourquoi vous nous a payé? Vous nous a payé. E c'è andata? Putain, ce bordel.
Là, ça enregistrait pas. Peut-être que si je suis gentille, je vous mettrai des images pour illustrer le propos. Et donc Venise, c'est magnifique, c'est grand, il se passe des choses de partout. Après, c'est recentré dans certaines choses, mais c'est magnifique. Vous vous promenez dans Venise, vous pouvez tomber dans des ruelles désertes où vous attendiez à voir personne, parce qu'en fait, vous vous êtes paumé vous-même. Bon, ça va, on était 10, enfin, on était nombreux, il y en a 3 qu'on a paumé le départ, on les a retrouvés le soir à Vérone. Dès les 5 premières minutes, on les avait perdus. Et du coup, ouais, vous arrivez dans une ruelle. En plus, le temps n'a pas pris beaucoup de... Enfin, la modernité n'a pas pris beaucoup de place dans Venise. Il y a des coins, on pourrait voir sortir Casanova, ça nous étonnerait pas en fait. Et du coup, voilà, vous êtes dans une espèce... Enfin, vous tombez des fois sur des toutes petites places. Des très grandes places connues, mais voilà, des toutes petites places. Et vous voyez un mec se balader avec son masque, sa tenue et tout. Et ce qui est génial, c'est que donc vous avez des gens qui ont des costumes un peu... on s'y attend pas, mais en fait finalement il n'y a pas de règles, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Et puis d'autres, voilà, qui jouent sur des époques, qui vont avoir... ils vont être deux, ils vont être dans un esprit 18e, d'autres ils vont nous sortir... il y a Louis XIV qui va s'inviter à la table, un autre qui va partir dans un délire Elisabeth, machin... Et enfin vraiment il y a toutes les époques, il y a des recherches et alors il paraît que 80% des gens costumés pendant le carnaval sont des Français. Donc oui, même si vous parlez, le jeu quand on est en Italie c'est de quand on a quelque chose à dire sur quelqu'un on le dit en français, méfiez-vous à Venise si vous parlez français méchamment, tout le monde en fait vous comprendra. Et du coup voilà, c'est vraiment devenu un carnaval international. Et il y a des concours, et il y a... pareil, je vous mettrai un lien sur un reportage sur lequel je suis tombée. Il y a le carnaval de Venise du touriste, donc celui que j'ai vécu, et le carnaval de Venise des initiés, de ceux qui vivent le carnaval de l'intérieur, des costumés. Enfin, il paraît qu'il y a des trucs hallucinants, et eux ont la chance, en gros, de retrouver un peu cette ambiance de folie que le carnaval offrait avant le 18e, enfin 19e. Du coup, j'ai un bug quand je dis les dates parce qu'en italien on dit Ottocento et en français, enfin, pour nous, c'est le 19e. Donc je bug un peu sur 18-19. Et donc voilà, surtout avant Napoléon, il y avait une certaine ambiance, un certain cachet dans le carnaval, pas qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est différente. Après c'est normal, les époques évoluent, mais il y a quand même des gens qui essayent de garder ce côté un peu sacré, ce côté un peu traditionnel du carnaval. Et il y a tout un business autour du carnaval, c'est vrai, mais finalement tant qu'on fait pas de mal vraiment à la ville en elle-même, parce que vraiment Venise pour moi c'est une des plus belles villes, mais c'est une qui va avoir, enfin je sais pas encore combien de temps elle sera là, je suis pas scientifique ni devin, mais vraiment Venise c'est impressionnant. Pour avoir vu un paquebot rentrer dans la lagune, on se demande ce qu'il fout là quoi. Et j'espère que les prochaines générations auront l'occasion de voir ce merveilleux carnaval. Par contre j'ai pas eu la chance de voir le carnaval pendant le soir, parce que du coup on n'y restait qu'une journée et on est reparti en fin de journée, parce qu'il paraît que c'est très très cher de se loger à Venise pendant le carnaval. C'est pour ça que les gens ont profité, que moi j'habite à Vérone à ce moment là pour venir chez moi. On avait juste le train à payer en fait, et franchement alors, si vous tombez sur celui qui fait tous les arrêts, ça met 2 heures entre Venise et Vérone. Par contre vous pouvez tomber sur celui qui va vite, en une demi-heure, une heure peut-être, je sais plus, 45 minutes peut-être. Entre une demi-heure et une heure, vous êtes à Venise. Et c'est pour ça que j'adorais habiter à Vérone, parce que j'étais sur une espèce de ligne de train qui me faisait faire tout le nord de l'Italie tranquillement. Pareil, j'étais à 2 heures de Milan du coup. Et vraiment, Venise et son carnaval, il paraît que c'est encore plus beau la nuit. Donc ça, par contre, je suis triste, j'ai pas pu voir tous ces spectacles de rue. Mais vraiment, à chaque endroit, vous avez quelque chose. Vous avez chaque quartier de Venise s'organise. Il y a des gens qui chantent, il y a des trucs à manger, il y a des choses à voir. C'est vraiment, enfin, ce mélange de aujourd'hui et de choses rêvées d'avant, parce que il y en a qui vraiment, ils sont dans leur livre d'histoire, ils ont le détail même de la couture de la basque de tel machin, enfin ils sont vraiment dans le détail. Puis il y en a d'autres qui ont laissé leur fantaisie à aller.
Après mes photos elles datent un peu, mais finalement que vous les voyez aujourd'hui ou il y a 10 ans, c'est des choses qu'on voit à Venise aujourd'hui. Bon, entre temps, moi il y a peut-être maintenant des Reines des Neiges à Venise, à l'époque moi il n'y en avait pas. Et donc voilà, c'est une chose à voir. Et j'espère que les images que je vais vous montrer et d'avoir quelques petites notions, parce que j'avoue que je suis pas un puits de science non plus, vous auront donné envie de connaître un peu plus de choses. Regardez sur internet, parce que l'avantage c'est que Venise a beaucoup d'amis français. D'ailleurs les Français font beaucoup pour la préservation de Venise, il n'y a pas que. Mais vraiment, il y a un lien très particulier entre Venise et la France. Peut-être que c'est le romantisme du 19e avec Sound et tout ça, Musset qui ont créé l'histoire. Et Venise a mis l'histoire en fait. Et c'est ça qui est passionnant. N'étant pas du tout de cette région, tout à fait. Je suis pas de cette région, mais je l'affectionne. Enfin, je n'ai jamais regretté mon choix d'avoir fait mes études en Vénétie. Et vraiment, enfin, c'est à Vérone, Venise, Padoue et Vicence, pour moi, sont 4 villes à voir, on n'en parle pas assez. Et oui, l'Italie, c'est pas que Rome ou la Toscane. Mais bon. Bref. Je me posais la question de faire un peu plus voilà, de vidéos ou de partir d'un fait historique, de partir d'une tradition qui finalement vous porte quand même sur les travaux manuels, parce que mine de rien, pour aller faire ces costumes, c'est pas des professionnels, c'est vraiment des gens comme vous et moi. Donc ça peut vous porter très très loin. Je n'ai pas parlé des autres carnavals parce que je les connais pas. En plus je viens d'une ville, alors si je suis lyonnaise et à côté de chez moi il y a le carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu qui est payant il me semble. J'ai dû le faire une fois quand j'étais petite et j'en ai aucun souvenir. Mais voilà, je viens pas d'une ville de carnaval, je suis pas Nice, je suis pas Dunkerque. Il y a un carnaval, oui, je sais plus. De toute façon, je suis en train de dire des conneries. Enfin voilà, vous avez compris, je n'ai aucune de mes villes qui a un grand carnaval, donc c'est pas une tradition que j'ai beaucoup eu quand j'étais petite. Si, comme tout le monde, j'ai fait Mardi Gras. D'ailleurs, je crois qu'en Italie, c'est pas le mardi qui est gras, c'est le jeudi. Enfin, peut-être que c'est un vieux souvenir là qui vient de repasser. Et donc voilà, pour conclure, le carnaval il a subi beaucoup de modifications entre le début et la fin. On va dire que le carnaval est devenu carnaval quand il y a eu l'idée de religion derrière, donc comme vous l'aurez compris, je sais pas si je l'ai dit correctement, mais on finit l'année avec le carnaval où c'est pump it up et d'un seul coup c'est le calme du carême jusqu'à... c'est quoi, c'est le mardi décembre. Des fois j'ai honte, j'ai pas une très bonne culture religieuse. Donc voilà, on vous parle du carême, Pâques et tutti quanti et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire de ce que je viens de filmer avec un montage un peu cohérent qui vous prendra pas trop la tête. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous à très bientôt. Ciao ciao. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, a carnevale on scherzo vale. Ça veut dire que pour le carnaval, toutes les blagues sont bonnes. Ciao.